Bonjour les enthousiastes, bienvenue à une autre vidéo de revue de whisky. Aujourd'hui, on vous parle du Talisker Special Release 2023, disponible à la SAC là, autour de 180 $. Un bon prix comparativement au reste du Canada et ailleurs, mettons. Là. C'est un finish en triple port. Donc, on utilise des fûts de port, de Ruby Port, de White Port et de Tawny Port. Un cast strength, c'est vraiment écrit sur la bouteille, c'est un cast strength, donc c'est un vrai cast strength à 59,7%, un as. Et déjà là, NAS, on peut imaginer que c'est du moins un moins que 8 ans. Je pense qu'on pourrait prendre ça comme hypothèse parce que d'habitude, ils ne sont pas gênés de mettre des mentions d'âge de 8 ans sur leur release, là, si on regarde dans le passé. De ce que j'ai vu sur Internet, les gens disent que ça devrait tourner autour de 6. Là. Donc, imaginons un 6-7 ans gros max là, de maturation. Donc, un beau jeune Talisker fini en fût de Porto, de 3 fûts de Porto. Fait que je vous lance la balle, les gars. Qu'est-ce que vous en avez pas? Comment vous avez trouvé ça, ce Talisker-là? Est-ce qu'on a vraiment l'ADN du port quelque part là-dedans? Est-ce que je suis seul qui a cherché un peu le port la première fois qu'il a goûté à ça? Hein? Moi, je l'ai quand même. C'est quand même il y a le petit côté fruité, rond, ou fruits rouges qui sort. Mais il y a ça, il y a un sharpness dedans. Il y a une petite brûlure. Le haut taux d'alcool, après moi, vu comme qui n'est pas si vieux que ça, c'est une petite agression. Disons ça comme ça. Là. Ça agresse un petit brin parce que c'est sharp. Au nez, on voit qu'il y a un taux d'alcool assez haut. Après ça, ben là, c'est ça. Là, je me suis versé le Port Rogue à côté juste pour me retrouver. Puis on reconnaît ces deux cousins ou deux frères très proches, mais vraiment, taux d'alcool élevé, c'est la première chose qui explose un peu au nez. Oui, exact. Un petit peu. Le fait que tu sois jeune, ça fait du sens. Parce que c'est comme une petite agression, là, surtout au palais, là, c'est un peu plus rare. J'essaie de décrire ça comme une espèce d'acidité là, quand c'est jeune, puis c'est un peu ce qu'on a. Là. J'ai comparé avec le c'est un whisky qui est chaud, on va dire, là, c'est chaud dans la bouche un petit peu. Puis c'est vrai, un petit peu comme Jean-Philippe a dit, ça paraît que c'est quand même assez jeune. Pas nécessairement moins bon, mais ça aurait été plaisant qu'ils l'écrivent, que ça sorte pas comme un NAS, Non-Age Statement. Ça aurait été agréable qu'ils le mettent, même que j'ai déjà goûté des bons Talisker de 5 ans. C'était pas des embouteillages officiels, mais j'en ai déjà goûté des bons. Peu importe l'âge, ça aurait été agréable qu'ils le mettent sur la bouteille, mais comme on dit, on pense que c'est un 6, 7 ans peut-être maximum. Puis oui, c'est un petit peu jeune. Le finish de port, comme Joe a dit, c'est discret. Il est là, mais il est quand même discret. Ouais. C'est sûr que le haut taux d'alcool ne joue pas en sa faveur. Ça, c'est certain. Moi, le mien, c'est une bouteille que j'ai ouverte depuis quelques semaines là, déjà. Je pense qu'il bénéficie de respirer un peu. Clairement, là, un petit peu d'oxydation, ça va grandement l'aider. Je pense déjà, il a changé déjà un peu là, depuis son ouverture, de mon côté. Ben, ça, moi, depuis tantôt qui est dans le verre, puis la morsure est moins évidente au niveau de l'alcool, vu qu'il y a eu le temps de respirer un brin. Là, la partie agressante s'évapore tranquillement. Pour m'en dire que, moi, c'est dommage qu'il faille attendre, parce qu'habituellement, tu es supposé verser, goûter, c'est supposé être pas mal l'expression que tu veux que le Master Blender ait sorti de ce whisky-là. Mais moi, je ne le déteste pas. C'est sûr que c'est ça, c'est un cast strength, qu'on s'y attend un brin. Puis, je dirais que avant d'avoir comparé avec le Port Rogue, je voyais qu'il y avait un peu de Porto là-dedans. Je voyais qu'il y avait que c'était cast strength. Quand même pas de temps complexe quand même non plus. C'était pas acheté à terre au niveau du produit. Là. C'est pas désagréable, mais j'ai déjà pogné des cast strength un peu plus étoffés, mettons. C'est quelle année ton Port Rogue? Port Ruig, je vais dire, pour que le monde comprenne. Sais-tu? Ben, moi, je sais pas s'il marque sa bouteille, là, je te lance ça. Là, mais... Ouais, bonne question, c'est vrai. Parce que, tu sais, moi, dans ma tête,
c'était très. Ben, le souvenir que j'ai du Portruig, c'est vraiment le sucre qui domine dans ma tête. Tu as un sucré salin. Là, au moins, il y a un équilibre. Ici, on dirait que j'ai pas ça, cet équilibre. On dirait que c'est vraiment sel, 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 ça domine. Puis après ça, j'ai une petite touche de sucre de port quelque part dans le final, une petite finale vineuse un peu, une sécheresse de vin, quelque chose qui rappelle une petite touche vineuse. Mais au début, je disais, crème, il y a donc bien du chêne là-dedans. On dirait que c'est beaucoup plus la maturation qui a donné une influence que le finish, ce qui fait en sorte que finalement, on a l'ADN pur de Talisker, puis probablement que les gens qui aiment l'ADN pur de Talisker vont s'y retrouver, vont trouver leur compte. S'ils aiment le côté agressif, jeune de Talisker, ça peut plaire à une clientèle. Moi, personnellement, j'aime Talisker, mais j'aime aussi le côté équilibré de Talisker. J'aime les plus vieux Talisker aussi, les 18, les 25, c'était assez hallucinant. Là. Je trouve que Talisker, il y a un DTIA qui vieillit tellement bien, qui bénéficie tellement du vieillissement. Puis je suis pas contre l'idée d'un jeune si je suis capable d'aller chercher un équilibre puis une bonne influence de fût. Puis c'est là que le bas blesse pour moi, c'est que j'ai l'impression que les fûts, bon, est-ce qu'ils ont été surutilisés? Je n'irais pas jusqu'à dire surutilisés, mais on dit quasiment à joke c'est-tu des restants de Portruc qui ont utilisé pour ça, des restants de fûts? Non, c'est pas à ce point-là, mais reste que l'influence n'est pas au niveau que je m'attendais, moi, comme attente, parce que je suis quand même un fan du Ruig. J'aime ça le sortir pour faire des intros avec du monde. Puis c'est une bouteille que j'ai achetée quand même souvent. Que quand j'ai vu ça, que le Special Release 2023, ça allait être des ports, j'étais un peu hypé. J'étais content de voir ça. Et finalement, je me rends compte que j'ai le 2022 à côté, puis je préfère le 2022. Euh, en fait, pour te relancer là-dessus, je pense que oui. Je pense pas que c'est dans leur meilleur. Là. Je pense que je les ai à côté de moi, je les regarde, là, puis évidemment, le 8 ans Special Release 2018, c'est des millions de kilomètres en avance là-dessus. C'est probablement un des meilleurs qu'ils ont fait. Le 2022, le 11 ans, est très très bon. Même l'autre, là, le 2021 aussi, est quand même relativement bon. Je dirais que ça se compare à peu près au 2021. Là. C'est différent. Le 2021 est assez brut, là. Un petit peu dans le même style. La différence, c'est vraiment le finish. Mais comme tu as dit un peu, là, le DTIA jeune de Talisker, c'est très sur le poivre, sur le sel, un petit peu très dans le visage, là, on va dire. Puis plus ça vieillit, c'est différent, ça change, ça va trouver un équilibre, ça devient, j'aimerais dire, élégant même, là. Comme tu as dit, c'est un DTIA qui se vieillit très bien. Euh, Entre les deux, il y a un équilibre. Là. Je pense que le 10, c'est encore un bel équilibre. Entre assez d'âge, mais qui garde toujours un côté robuste. Là. C'est pas pour rien que le 10, c'est leur espèce de flagship. Là. Ouais. Je pense que beaucoup de gens commencent dans Talisker ou commencent dans le whisky en général, puis ils commencent à triper avec des Talisker 10, des Ardbeg 10, puis des trucs comme ça. Là. Je pense que ça fait partie des whiskies qui ressortent souvent justement dans une clientèle plus néophyte puis qui accrochent les gens. Puis ça, c'est le fun de voir ça que on est capable de sortir une constance de produits comme ça. Mais j'aime aussi voir qu'on va chercher l'autre bout de la clientèle un peu plus geek, puis qu'on ose, puis qu'on sort des sentiers battus, puis qu'on sort de cette espèce d'approche-là conservatrice de rester dans notre ADN, Talisker, puis de juste faire trop subtilement un finish, finalement, pour pas trop dénaturer, mais que finalement, on ne va pas tant le chercher. Moi, j'ai un petit peu de misère avec ça. J'aurais quasiment aimé mieux qu'il aille all-in, puis qu'il nous fasse un bon finish, là, un vrai bon Portruig cast strength, quasiment plus sport que sel.
même si tu as dénaturé l'ADN, pour moi, c'est un special release. C'est supposé être spécial, c'est supposé être quelque chose qui va marquer. Mais là, c'est clairement pas quelque chose qui va marquer. En tout cas, moi, dans mon livre à moi, vous avez le droit à votre opinion aussi, les gars. Là. Moi, j'aime, mais j'aime sans plus. Puis je trouve que le prix fait quand même. Bon, il fait du sens pour un Diageo Special Release, parce que si on regarde les autres, c'est des prix de fous qui n'ont pas d'allure. C'est probablement le plus abordable des Diageo. Mais reste que pour moi, un 5 ans, 6 ans, 7 ans, là, qu'on met ça cash string à 180-ish, je trouve ça cher. Surtout pour finalement qu'il n'y ait pas de côté expérimental tant que ça. Là. Je peux pardonner quand on a essayé vraiment quelque chose puis on a mis du budget sur les casques maintenant, mais là, c'est pas l'impression que j'ai. Je t'ai pas entendu, Martin, il m'a te laissé la parole un peu. Là. Non, c'est correct. Écoute, moi, je te dirais que je ne suis pas un habitué des special release. Là. Je pense que c'est un de mes, sinon mon premier. Puis écoute, ça a été à la recommandation d'une de nos enthousiastes. À un moment donné, j'ai fait une revue, je pense, du Storm et du Darkstorm. Puis OK, je te conseille, peut-être, tu vas l'aimer, c'est aimé le Portuguese. Right, faire une shop, 180$ à sortir de ta poche pour quelque chose que tu te dis, ouais, OK, on va l'essayer. Mais je ne suis pas nécessairement déçu. Je te dirais qu'effectivement, il est beaucoup plus rough. Il est beaucoup plus dans ta face que ce que pourrait être le Portwig. Mais même au nez, moi, j'ai été capable de retrouver ces petites notes-là de fruits rouges un peu décadents. Le côté salin est définitivement là. Puis j'avais, à la limite, tantôt, je disais ça, je disais aux deux gars, JP et Joe, j'avais l'espèce de côté là, bubblegum rose, comme le champ gauche complètement. C'est peut-être le petit sucre, le résidu de sucre, mais un peu de verdure, mais j'apprécie ce que j'ai vu comme produit. C'est sûr que c'est rough. C'est dans ta face, c'est jeune, probablement. Il n'y a pas trop de complexité là-dedans, je pense. Là. Il n'y a pas 3-4 étages de t'as ce que t'as, puis t'as titre. Mais ouais, non, c'est pas. Je peux pas dire que je suis déçu, mais c'est ça. Faut que son estomac soit prêt à recevoir cette offre-là. J'ai une question pour vous. Est-ce que vous l'avez essayé avec de l'eau un peu? Ouais. Oui, c'est exactement ce que je viens de faire. Puis, moi, tout à l'heure, il y a quelques minutes, j'ai droppé quelques gouttes, là, une larme, parce qu'on s'entend, c'est costaud, c'est presque 60%. Puis honnêtement, je ne suis pas déçu. Je l'ai fait tantôt, puis je l'ai ramené au même pourcentage que le Port Rouge, puis ça goûte quasiment pareil que le Port Rouge. Une fois mis au même niveau d'alcool, on voit que c'est très, très cousin. Je dirais que vu que c'est ça, il y a encore un petit sharpness dedans avec de l'eau, malgré ça, puis j'ai l'impression que c'est soit, c'est dur à dire si c'est parce qu'il est plus jeune, ou non, si c'est parce qu'il n'a pas eu le temps de marier avec l'eau, comme une édition déjà diluée qu'il y a eu dans le batting, qui a eu du temps vraiment pour marier avec l'eau, mais c'est pas pire le même produit. Oui, ça se ressemble. Ça se ressemble beaucoup. Puis je pense qu'on va plus un petit peu chercher justement le sucre qu'on parlait, le petit fruit. Ça mord moins. C'est plus facile d'aller chercher. Mais souvent, quand tu pars d'un cash string, ça va être plus agressif, même si tu le ramènes au même taux que l'autre à côté. Là, c'est rarement la même chose. Là. Probablement parce que c'est plus jeune. C'est souvent le cas. Là, ils vont sortir une version cash string plus jeune versus l'autre à côté que tu as une mention d'âge. Puis même si tu le ramènes au même taux, tu vas voir que il y a un sharpness dans le cask strength ramené au taux. En tout cas, moi, c'est l'expérience que j'ai quand je fais ça quand même. Mais effectivement, quand je ramène avec de l'eau dedans, je trouve le fun. Mais c'est un peu plate aussi, justement, qu'ils ne maintiennent pas son potentiel, son équilibre à 59,7. J'aurais aimé ça avoir les notes que j'ai là présentement, mais à 59,7. Ouais. Mais c'est un bon indice. Hein? On parle d'un whisky qui est probablement jeune, qui a une bonne morsure en alcool. On regarde le taux, bon, presque 60%. On sait qu'il y a des cask strengths, ça tourne plus autour dans les 50, 51, 52, 53. Fait que c'est un bon indice, encore une fois, que c'est un produit qui est relativement jeune. Parce que généralement, les cask strengths sont de plus en plus fermes en alcool, plus ils vieillissent. Là.
on dit généralement. En Écosse. Il y a des exceptions, là, on parle d'alcool, en Écosse, là, toujours, il y a des Ouais, c'est ça. exceptions. Ben, c'est vrai, non, c'est pas fou, c'est un indice pour dire qu'il n'est pas tant vieux, parce que Ben ouais. c'est vraiment... Mais étant quelqu'un qui, généralement, quand même, aime ça, j'apprécie les cash strength dans les 50%. Je trouve ça agréable, je trouve ça le fun à boire. Fait que, tu sais, c'est pas un produit qui me dérange de mettre quelques gouttes d'eau, ramener ça un petit peu plus vers la 50 pour l'apprécier un petit peu mieux. De mon côté. À l'inverse, je me suis amusé. Là, j'ai essayé de reconstruire, au lieu de diminuer le cast strength vers un Port Rouge, j'ai pris le Talisker 10, puis j'ai un single malt qui est Porto Tawny, mais over Porto Tawny, il est trop. Ils ont laissé trop longtemps dedans. Je l'ai ajouté dedans. J'ai blendé, voir pour ajouter au Talisker 10 le petit côté Porto. Nice. Okay. La chimie. La grosse chimie. Là. Mais c'est pas exactement le même caractère, parce que il y a une similitude, on se rapproche du Port Rouge, mais il y a j'ai trop la signature du caractère de l'autre single malt que je suis allé mettre dedans. Mais c'est fun d'essayer, là. C'est difficile à décrire, mais le petit côté Porto est très. Autant, mettons, que quand tu as un PX, il y a comme une signature quand c'est vieilli d'un PX, là, on dirait qu'on peut reconnaître avec le temps un finish PX, mais dans le Porto, c'est un peu la même affaire. Il y a un petit côté. C'est ce que j'adore dans le Port Rouge, c'est qu'il devient fruits rouges crémeux au fond. Là. C'est fruits rouges avec la crème anglaise, là, c'est super bon avec le petit côté fruits de mer, tout ça. Et quand tantôt je l'ai baissé, le Special Edition, le Special Release, pardon, il faisait penser au Port Rouge, mais le Port Rouge est plus crémeux, plus agréable. Est-ce que c'est le temps qui a pas fait son œuvre? Exact, c'est ça. De mon côté, ça me fait penser un peu à ce produit-là. Là. C'est un Old Particular indépendant. C'est un 8 ans. C'est un produit aussi qui il est embouteillé à 48,4, qui est un petit peu plus élevé que la moyenne que Talisker en bouteille. Puis c'est jeune, quand même, 8 ans aussi. Il y a une bonne morsure aussi. Là. Puis c'est le genre de produit qu'on va rechercher, un petit peu comme celui-là, le poivre, le sel beaucoup. C'est très rough comme produit aussi. Moi, j'avais des liens avec ça. J'avais plus de liens avec ça, un produit comme ça, que justement avec un produit fini en fût de port, avec un finish ou port mature. Ouais, full port mature, c'est ça? Ouais, exemple. On est loin du port mature, là, on s'entend? Ouais, non. C'est sûr que quelqu'un qui s'attend à un port mature va être déçu. Là. On est clairement plus sur l'iode, le salin, le brainy, tout ce qui est fruits de mer. Là, à la limite, là, je le sortirais avec des huîtres ou je sais pas trop. Là. Faire un pairing fruits de mer. Là. Traverser la mer en bateau à voile. Tu sais que Talisker sont forts là-dessus, là, présentement. Là, c'est un point que je voulais aborder avec vous autres. Ils font des courses, ils font un paquet d'affaires. Qu'est-ce que vous pensez du marketing Diageo, là, là, on regarde tout le release de Diageo. Ben pour ceux qui ne savent pas, Diageo, c'est la grosse multinationale qui détient toutes ces distilleries-là, là, comme Lagavulin, Talisker, Glenkishi, Clynelish. On pourrait en nommer là, tellement là, des distilleries comme ça. Là. C'est vraiment une grosse machine à faire de l'argent. Il y en a il n'y en a pas 28 en fait. Ah, ça se peut, je sais pas. 28 distilleries, me semble. Ah ouais. Si on check sur whatever, Wikipédia, là, leur portfolio quasiment, là, ouais. Écoute, j'ai Ocoist, Benrinez, Blair Brora, Carlisle, Cardew, Clynelish, Craiganmore, Deluane, Dalwhinnie, Dufftown, Glendalen, Glen Elgin, Glen Kishi, Glen Ord, Glen Spey, Inchgower, Nokando, Lagavulin, Linkwood, Manokmore, Morclack, Oban, Roselle, je ne sais jamais comment le prononcer lui. Royal Lucknagar, Singleton, Strathmile, Talisker, Teenanic, puis
C'est ça. Sinon, c'est des blends. Non, Il faut dire qu'il y a beaucoup de ça qui sert dans des blends. Là. Il y a des distilleries là-dedans qu'il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais entendu parler. C'est normal, c'est parce qu'ils ne sortent pas de produits. Là. Ça s'en va directement dans les blends. Les Johnny Walker de ce monde, là, par exemple. Ouais, comme Glen Kinky, là. Glen Kinky, c'est ça, c'est surtout du Johnny Walker. Ouais. La plupart de ces distilleries-là, ils ont tellement une petite production et une grosse demande de la part justement des Johnny Walker de ce monde qui ne peuvent pas se permettre de sortir des embouteillages eux-mêmes. Puis quand ils ont des restants ou de l'over, ils vont vendre ça à des embouteilleurs indépendants qui, eux autres, vont embouteiller ça sur ce nom-là. Et ce qui est dommage parce que, mettons, Clynelish, on jase, moi j'adore ça. Là, Clynelish, quand ils sortent des belles affaires, là, c'est huileux, puis c'est super beau. Mais ils ont trouvé le moyen de prendre ce beau distillat-là, cette belle recette-là, puis de tout foutre ça dans le Johnny Walker Gold Label avec plein d'autres cochonneries pour le dénaturer, pour faire de quoi finalement qui est moins bon que du Clynelish d'origine. C'est quasiment un sacrilège pour moi quand je regarde ça. Mais bref. C'est un modèle d'affaires qui assure une source de revenus. Tu as moins de risques de vendre ça que d'essayer de le mettre en marché toi-même. Si le marché plante, ben, tu as quand même Johnny Walker qui t'achète. C'est ça. Je ne suis pas là pour dire... Dans le blend, tu as l'homogénéité qui va perdurer. Là. Si tu as un produit, une distillerie qui fait quelque chose, elle essaie de faire la même chose d'année en année, plus difficile que si tu as 7, 8 distilleries différentes avec des ratios différents. Puis là, tu mélanges ça, tu vates ça en continu. Tu ne fais jamais ton vat au complet, là, tu le tiens tout le temps. Fait que là, tu as comme une pérennité au niveau de l'homogénéité au niveau de tes produits de l'année en année. Fait que Johnny Walker Gold, que j'ai jamais goûté, mais probablement que d'année en année, il goûte pas mal tout le temps le gold. Les messieurs qui achètent du Johnny Walker Gold, puis Blue, puis ils sont bien contents, mais ils sont contents d'avoir tout le temps comme la bonne vieille bouteille pour ça. C'est l'avantage d'avoir une vieille eau, d'avoir l'inventaire qu'ils ont. Mais c'est parce qu'il y a quand même une bonne partie que c'est du whisky de grain, puis c'est pour ça que c'est pas des blend malt. C'est pas toutes des distilleries qui font des single malt, sinon ça serait des blend malt. C'est qu'ils ont du whisky de volume. Fait qu'ils ont vraiment un whisky de scrap, il faut le dire. Là, un whisky de scrap de volume qui sert à faire du volume, puis qui mélange ça avec du très bon whisky pour faire du whisky moyen. C'est ça leur modèle marketing. Puis après ça, on peut jaser puis dire c'est des méchants capitalistes. Puis non, c'est pas ça que je veux dire. Je veux pas dire que c'est immoral de faire ça. Ils ont bien le droit de faire de l'argent puis tout ça. C'est juste que moi, comme amateur de whisky, que je regarde les beaux produits qui pourraient sortir de là, je trouve que c'est du gâchis en tant qu'amateur de whisky. Mais après ça, on peut jaser de tout le marketing. Jean-Philippe, il n'y a rien qui t'empêche d'aller acheter justement leur embouteillage de 40 ans à Talisker et de 44 ans aussi et de 45 ans et de le castring que j'ai vu passer justement aujourd'hui à 34 ans d'âge dans une coquille de bateau vernie. Ça doit être, écoute, je n'ai même pas regardé le prix, là, mais ça doit être... ça doit être assez cher. Non, d'après moi, c'est autour de 5 000 et plus. Ardbeg, ils ont vendu un baril comme ça ils l'ont vendu plus cher que la distillerie au complet elle-même. C'est complètement capoté. Là. C'est rendu pour raide, là, des vieux cases de même de 30, 40 ans. Hein? Mais tu sais, ils ont pas vendu un baril 100 millions, mais c'est sûr qu'il y a des barils. Je pense qu'ils sont capables de sortir des beaux produits. Des beaux produits âgés, comme je viens de dire. Talisker ont sorti quelques séries là, de produits très, très, très âgés. Puis, moi, je n'ai pas goûté, mais ça doit être délicieux. Là. Les plus vieux que j'ai goûté, c'est 30 ans, des Talisker de 30 ans. Passer ça, j'imagine que ça va être excellent. Mais bon, il faut avoir le portefeuille pour le faire. Je pense que les produits d'exception, ce sera plus. Venant de Diageo, ce ne sera plus jamais abordable. Là. Ça va être, on va avoir des produits autour de ça, là, 200 250 300 mais passer ça va être. Ça ne sera pas pour le portefeuille de l'amateur moyen, on va dire. Puis en même temps, je me dis, ça, c'est tellement niché là, que je ne peux pas juger une distillerie par
sortes de whisky comme ça, là. Pour être une bonne distillerie, dans mon livre à moi, ça prend un bon produit que tu es capable de rejoindre quand même une vaste majorité de personnes. Parce que si ton volume, finalement, il est en majorité de la scrap, ben, ça fait de la scrap finalement. Là. C'est un peu ça. C'est un peu comme avoir une bonne moyenne au bâton ou pas une bonne moyenne au bâton. Tu vas toujours avoir des super bons casques, peu importe le nom de la distillerie que tu vas sortir. Quelque part dans le warehouse, il y a des excellents fûts qui doivent valoir une fortune. Mais est-ce que tu es capable de sortir un bon release pour tes amateurs de whisky geek? Est-ce que tu es capable de sortir une constance dans ton core range comme un Talisker 10, un Ardbeg 10, des choses qui vont venir, qui vont attacher les gens, qui vont faire commencer les gens dans l'univers du whisky, puis après ça, t'es arroses avec des releases qui font du sens. Dans ma tête, c'est ça une bonne distillerie. C'est de Ben, je pense que moi, je suis l'expérimental. super d'accord avec toi. Là, parce que si Mhm. ça commence par un bon core range. Si, Ouais, si t'es pas ça capable de commence produire par un un bon bon core core range, range. c'est ça. Puis la T'as raison. distillerie sur le Sunday, c'est des bons releases annuels qui vont chercher les geeks plus difficiles, mettons, qui sont plus difficiles avec ta marque. Mais tout commence avec le core range. Tu es capable de faire un bon produit, un bon 10 ans. Puis Puis après ça. ça va vite, hein, parce qu'on en connaît tous là, des distilleries qui avaient des bonnes réputations de core range puis qui ont piqué du nez récemment. Là. Puis, tu sais, pour pas nommer de nom, Glendronach, Bowmore. On s'entend, là, leur core range à Bowmore, présentement, c'est désastreux. Je sais pas si ça a goûté dernièrement, là, mais Ouais. c'est rien de ce que c'était là, Euh, par le passé. Écoute, je me rappelle que le 15 Darkest, j'avais adoré ça. C'était adoré. Mettons que peut-être je C'est me un bon répète, produit. mais c'était un très bon produit que je l'aurais racheté année après année. Aujourd'hui, l'équivalent, là, ça goûte le carton mouillé. C'est comme j'ai dit, c'est pas long avec les amateurs. Le mot se passe très vite. Autant qu'une série populaire va gagner rapidement des adeptes, autant que 2, 3, 4 années de core range médiocre, là, ça dégringole assez vite. Là. Le core range de Bowmore, ils ont mangé une volée, là, les derniers releases. Là. 12, 15, 18, là, je recommande plus ça à personne. Ben, À la C'est défense, oriental, le marché a changé. Tu sais, je veux dire, la défense, c'est pas tant la défense, mais maintenant, tu sais, le whisky a explosé. Tu sais, il y a la demande. Dans les 10 dernières années, il se vend 3 ou 4 fois plus de whisky. Je ne sais pas c'est quoi les chiffres, c'est surprenant. Et, tu sais, un whisky, c'est quelque chose à longue haleine. Fait que, tu sais, mettons, en 1985, mettons, en 2000, il fallait qu'ils prévoient à partir de 2015 en montant, ça serait fou. Tu ne pouvais pas. Et que là, quand tu as des core range d'une dizaine d'années, ben, tu étais où, le 10 ans? Étais-tu prête à accueillir ton marché? Fait que là, je pense qu'il y avait des whiskies faits pour être vieillis 12, 15 ans. Puis là, ils se sont dit, il faut faire des releases là maintenant si on veut suivre, si on va attraper le bateau, parce qu'on peut se faire oublier aussi, je pense. Là, si tu as une distillerie qui est habituée de sortir, je dis un chiffre, 1000 mettons 100 000 caisses par année, puis là, tout d'un coup, le marché est à 500 000 caisses. On a un 500, fait que là, on a un 900 000. Fait que là, ce qu'on fait, on va commencer à vater un peu des whiskies qui auraient été prêts dans 3 ans, mais regarde, ils sont quand même corrects. Puis, ben, c'est là qu'ils T'essayes de échappent diluer un ta peu. scrap dans le Mais masque. comment t'expliques alors que tu as une distillerie comme Aran, que leur core range s'est incroyablement amélioré au cours des dernières années? On goûte un Aran 18, là, c'est bon C'est à se la lancer dans le gestion mur. des casques, c'est la gestion des Ouais, fûts, c'est comment clairement, tu gères clairement. tes fûts. Ouais. Même Kilgroman, bon, le Gorm, ça s'est maintenu au fil des années. Le Saneg est encore meilleur qu'il était avant. Ouais. Il y a certaines séries qui se sont améliorées dans leur core range. Fait que, Ouais. tu sais, Dans le c'est futur, dur après ça de dire, bon, eux, ils ont mal. Bon, c'est sûr, il y a une certaine partie de. On se dit, eux, ils ont mal géré leur casque. Eux, ils ont bien géré leur casque, mais tout le monde est dans le même bateau. Là. C'est facile après ça de dire ah, la demande a explosé. Ah, tu sais, tous les facteurs externes à la distillerie, c'est pas. Tout le monde a vécu ça, ces facteurs de stress-là. La différence qui fait une bonne distillerie et une mauvaise distillerie, ça va être de la façon que tu vas réagir. C'est de la façon. As-tu un plan de match pour gérer tes fûts où tu vas
tu vas rester assis sur tes lauriers, puis tu n'as rien vu, puis tu penses que tout va être beau parce que tu as un nom comme Ardbeg, puis que tu peux sortir de la scrap jusqu'à temps que. Justement. Mais ça marche bien. Mais ça marche bien. C'est payant. C'est vraiment C'est payant. ça. Quand tu pognes la vague, puis tu peux sortir X nombre de barils. Plus un baril, là, c'est 40 000 $. Là, je veux dire, quand tu vends un baril et que tu le vends à bon prix, ça vaut 40 000. Mais fait que là, comme on a 30 barils qu'on peut passer là maintenant, c'est super intéressant parce que une distillerie, c'est à long terme. Là. Ceux qui partent d'une distillerie maintenant vont faire du cash dans 5 à 8, 10 ans. Là, tu pourrais vendre, tu prends un guest, tu vends, puis là, tu vas renflouer tes coffres un peu. Fait que, je pense que. C'est sûr que ça prend du pas à volume place, pour, mais j'ai l'impression que c'est tentant d'embarquer ouais. dans la vague, de sortir un produit. Il va se vendre, les gens vont peut-être être déçus, mais là, c'est pas payant à long terme. Mais à court terme, il faut que tu renfloues tes coffres un peu avec. Je pense que c'est un peu qui est arrivé. Puis, comme tu parlais du Kiloman, Kiloman, c'est super pité. Puis les produits pités, les autres, ça gagne à être un peu plus jeune, pareil. Fait qu'eux autres, je pense que tout ce qui est super pit a gagné à sortir plus jeune un brin parce que dans le pit, si tu attends, tu changes vraiment, c'est vraiment un caractère différent. Fait que, comme Kiloman, ils ont été chanceux. Ils ont tombé dans le bon, ils ont commencé, puis ils sont dans le bon moment où ils peuvent sortir puis du produit pas trop vieux parce que, à part du Lagavulin 16 qui a un beau caractère d'un vieux pit, souvent le pit c'est bon entre 5 et 8, 10, là, des fois plus aussi, là, mais jeune pit, c'est t'en vas là, avec la Lagavulin 16 et JP, là. Donne-y pas du gaz, là. Non, mais t'es Octomore, il y a du jeune là-dedans. Là, quand tu veux avoir l'agression du pays. Octomore, dans ma tête, c'est beaucoup trop pricey pour ce que c'est, mais on pourrait en jaser longtemps. Là. Lagavulin 16, OK, tout le monde a commencé avec ça, puis c'était bon dans le temps. Aujourd'hui, c'est l'ombre de ce que c'est. Aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a des batchs de Saneg qui ont plus de caractère que ça, puis que je vais prendre bien avant. Là. Puis, il y a... Mon analogie était différente, juste parce que dans le fond, le peat en vieillissant, c'est comme un feu. Tu as beaucoup un feu neuf, puis un vieux feu. C'est comme. C'est la même affaire avec le peat. Tu as de l'agressant plus intense. Après ça, tu t'en vas vers la cendre. En vieillissant, c'est l'analogie que je voulais faire, là, mais je suis désolé d'avoir froissé les. Non, je suis pas froissé, c'est juste que tu as ouvert la boîte. Fait que, moi, je suis rentré dedans. Là, mais je suis 100% d'accord avec le fait que les jeunes peats tirent leur épingle du jeu, justement, avec ce facteur-là, qu'il y a une tendance, justement, pour les jeunes peats. Puis c'est vrai que ça a un kick de plus, un bon jeune smoky. J'ai absolument aucun problème avec ça, mais il faut qu'il y ait quand même des bons specs autour de ça. Là. Tu ne peux pas me faire un ex-bourbon qui a servi 20 fois avant puis espérer que ça va donner un bon résultat parce que c'est un jeune peat. Là. Ça ne marche pas comme ça. Utilise des bons fûts quand même. Là. Sors-moi de la qualité, mais sors-moi de la qualité avec du kick, avec de l'expérimental, avec il faut que tu oses quand même. Il ne faut pas que tu restes juste conservateur et que tu t'espères que tu vas vendre ton produit juste avec une belle étiquette comme eux autres, là, dans le fond, là, avec leur. Je sais pas qu'est-ce qu'ils ont fait. L'exploration, je ne sais pas trop quoi. Là. Ouais, ça a l'air d'une belle voile. Un navigateur qui s'en va. C'est tout ça, le release. Tu regardes toutes leurs bouteilles. C'est toutes des belles images. À peu près aucune information ou limite. Là, à peu près pas de mention d'âge. Tu as le taux. Tu as un peu les finishes s'il y en a. Information minimum. Ouais. Mettre la base, mais. Ce que moi, je vois ici, là, du pied d'un bateau, c'est pas si SST ben ça. Je suis pas mal certain de ça. Là, ça passe pas. Pogne des échardes un peu. Connecte. Ça me donne le goût. Je veux dire, ça me donne le goût. Là. Mais tu sais, je pense que ces vieilles distilleries-là, comme tu dis, JP, de Bowmore, peu importe, qui doivent avoir des milliers de barils. Là. À un moment donné, ils ont fait prendre ces barils-là là, avec, il y a 50 ans, peu importe, des vieilles technologies, des vieux fûts. Aujourd'hui, tout se modernise, les façons de faire changent, les équipements changent. Fait, comme tu dis, peut-être qu'une des raisons, c'est pour que les produits sont peut-être moins bons. Ils passent des restants de stock avec du nouveau stock, puis ça. C'est peut-être pas. Je sais pas. Je pourrais pas te dire. Ben, les niveaux des fûts, pour l'avoir expérimenté un peu, moi, personnellement, c'est que des fois, tu
tu veux avoir le caractère de ton fût qui se transmet à ton distillat, puis tu veux qu'il vieillisse, puis qu'il prenne du bois, qu'il prenne du tanin, qu'il prenne du chêne, qu'il prenne du porto. Et à un moment donné, il n'est pas assez vieux, mais il y a trop de bois, il y a trop de finish dedans. Là, tu es content d'avoir des vieux fûts exhausted bien raides qui n'ont plus rien à donner, mais qui peuvent quand même aider le whisky à vieillir. Fait que là, tu le transfères. Il manque d'âge, mais il y a le goût. Fait que tu le mets dans un baril qui n'a plus rien à donner. Tu vas juste faire respirer ton whisky pour faire vieillir. C'est ce qu'on appelle l'équilibre. Ouais. C'est ça. Mais tu es content d'avoir des vieux barils qui ne goûtent pas grand-chose, puis il y en a qui sont trop intenses. Puis là, c'est le blending, c'est un art. Carrément. Là. Fait que le gars, là, tu as un inventaire. Puis comme Brooke l'a dit, ils ont 30-ish 000 barils en cours. Puis c'est pas la plus grosse distillerie, c'est une bonne distillerie. Puis avec 30 quelques mille barils, ben là, c'est là qui gère ça. Puis ils goûtent. Puis dans une année, ils en ont goûté le tiers. Fait que c'est une drôle de job. Là, ça, quand tu penses qu'aujourd'hui, tu goûtes 100 quelques barils, puis qu'il faut que tu répertories ça. Puis que... Mais c'est un défi parce que justement, là, je pense que les marchés ont changé, la demande est là, tu veux tirer ton épingle, tu veux être plus créatif. Diageo veulent le cash. Là. Et ils ont acheté la distillerie, le gars qui l'a vendu, il est content, lui, sa retraite a gagné, mais eux autres, bon, on rentabilise, font des choix. Puis là, nous autres, ben, on est là, puis on se dit, ouais, Special Release, 180$ cette année, on en a-tu pour 180$? C'est un peu ça. Ouais. Peut-être qu'il aurait pu être à l'inverse aussi, c'est un coup de dé, là, moi, je trouve qu'il y a des... Excuse-moi, je te laisse terminer. C'est juste pour dire que c'est un peu un coup de dé aussi si tu dis ça va-tu lever ou pas. Parce que il y a des bons whiskies dans des étiquettes de marbre, puis il y a des étiquettes super beaux avec des whiskies moyens, puis il y a des belles distilleries ou des embouteilleurs indépendants qui ont un marketing au service du whisky puis qui font de quoi de merveilleux en plus d'avoir un contenu puis de super bien. Fait que, je pense que là, ils ont fait une étiquette à la Talisker avec un marketing X. Parce qu'il aurait pu être sorti dans 2 ans. C'est ça. Moi, j'ai aucun problème avec le marketing, c'est le produit et sa coche. Le marketing autour de ça vend bien le produit qui est excellent. J'applaudis ça. J'adore les belles bouteilles de Compass Box là, qui ont une super belle étiquette artistique. Je suis capable de voir l'espèce de plus-value quand même, d'avoir une belle bouteille esthétiquement belle, puis la présentation est belle. Ça fait partie de l'expérience quand même un peu, l'esthétique. Je reconnais ça amplement. C'est juste que quand tu arrives justement avec une distillerie qui est détenue par un Diageo, toi, c'est sûr que tu ne prends pas les mêmes décisions que si tu t'appelles Anthony Wills, puis tu as un Kiloman ou un Billy Walker, puis tu as Glenallachie, puis que tu as le goût de sortir des bons fûts. C'est toi qui le prends le corps. Mais tu veux sortir un release, puis tu as Diageo sur toi, c'est clair, tu ne peux pas faire ce que tu veux. Là. C'est clair que. À quel point il ne laisse pas respirer je regarde la constance de ce qu'il y a autour des distilleries détenues par Diageo. C'est rare qu'on a beaucoup d'expérimental. Puis ça va tourner autour du même pot un peu. Un peu comme la Lagavulin. La Lagavulin, eux autres, là, 8, 12, 16, puis un Offerman qui varie. Puis ça a pris du temps parce que le 8 au début, c'était une édition spéciale, c'était pas supposé tomber dans le core range, puis ils l'ont mis core range. Exact. Parce qu'avant, ça roulait sur le 16 pendant je sais pas combien d'années. Ouais, c'est comme Dalwhinnie. Dalwhinnie, je pense qu'ils ont eu 15 ans, puis That's It, à peu près. Oui, That's It. Ils ont des super vieux aussi. Ils ont un core range, c'est le 15 ans, That's It. Il y a certaines éditions spéciales. Que l'ensemble des distilleries sont drivées par une question de volume en priorité, puis une question de constance, que les special release sont assez conservateurs, mettons. Ben, c'est souvent les mêmes. Hein, chaque année, on a un Talisker, special release, on a un Lagavulin, special release, un 12. On est habitué. Le fameux 12. Pourquoi il est plus cher que le 16? Ouais, pourquoi que le 12 est plus cher que le 16, Martin? Peux-tu me l'expliquer? En spéciale édition, je ne sais pas. Ça doit être le Parce qu'un lion dessus, je pense. Le lion fait que ça coûte plus cher. C'est le lion. Ouais. Exactement. Oh là là. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est une question de volume d'alcool en priorité. Là. Tout d'un coup, quelqu'un nous écoute et dit Crème, vas-tu me le dire? C'est quoi la différence?
C'est ça. Le 12 est cast strength, donc plus concentré, puis le 16, 43, moins concentré. C'est sûr qu'il y a probablement d'autres facteurs aussi qui rentrent en ligne de compte. C'est pas juste l'âge qui crée la valeur du produit ou le prix du produit. Là. Mais principalement, je pense qu'on peut dire que c'est ça, là, le principal gap. Là, parce que c'est sûr que, dépendamment du fût que tu utilises, c'est pas vrai que tous les fûts valent la même chose, puis ça coûte pas la même chose à distiller. Aller chercher un fût de Manzanilla puis un fût de ex-Bourbon, puis dépendamment de quelle distillerie de Bourbon aussi, c'est sûr qu'il va tout le temps avoir un écart de prix quand tu changes de fût comme ça. Il va tout le temps avoir un écart de prix quand que tu changes les procédés. Hein, parce que, je pense que le 16, il est chill filtré. Il est filtré à froid. 43%. Mais bref. C'est un batting. C'est quand même un gros batting. Oui, c'est sûr que oui. Comme il s'en vend, les distribués. C'est ça. Mais bref, pour en revenir au Talisker, j'ai l'impression que je l'ai blasté tout le long, là, mais je n'y rends pas justice. C'est pas vrai que c'est pas un mauvais produit. Là, je ne veux pas dire ça. Là. Je ne veux pas que le monde termine avec une note négative nécessairement. Je dis qu'est-ce qui me déplaît, mais c'est pas quelque chose qui me déplaît. C'est quand même quelque chose qui tient. Grosso modo, là, je ne suis pas déçu de mon achat non plus. Là. C'est juste. Je m'attendais à quelque chose de différent, d'un petit peu plus prononcé sur le port, mais ça, c'est moi. Là. C'est propre à chacun. Là. Et dépendamment d'où est-ce que vous partez, si vous partez avec des attentes de jeunes Talisker puissants que du kick, je pense que vous allez trouver votre compte là, avec la vigueur et la jeunesse qu'il y a là-dedans. Là, j'ai bu plus de whisky là, dans ma soirée. Là, j'ai fait le survol des Talisker que j'avais, j'ai goûté. J'y reviens. Je viens de m'en verser un mini drame. Puis, Colin, le sharpness, je suis plus acclimaté et de plus en plus agréable. Je suis un peu plus. Mais c'est ça reste un Port Rogue avec un petit kick de plus. Fait que c'est ça. Je pense que ce qui bobleffe un brin, c'est quand même. Pour être un peu mieux que le Port Rogue, si je peux dire ça comme ça, ben, il est quand même plus cher pas mal que le Port Rogue. C'est ça c'est pas proportionnel, mais ça reste un bon produit. C'est pas de la scrap. Exact. Je m'attendais à un gros. Tu sais, un Port Rogue plus, là, à ce prix-là. Là. Ouais, un bon Port Rogue. Un Port Rogue avec une belle twist, là, quelque chose de le fun, là, de vif, de jeune, oui, mais on n'est pas tout à fait là dans mon livre à moi, mais c'est pas que c'est un mauvais produit. Fait que là, on a entamé, mettons, le tour de table, là, mais on peut faire une conclusion, un tour de table de conclusion plus straight, là, si... Moi, j'aime pas ça mettre des notes. Là. Je trouve que c'est un biais un peu. Là. Mais je suis dans le 83, 4. Ouais, pas plus que ça. Mais c'est ça. C'est pas une mauvaise note, c'est pas un mauvais produit. C'est juste pas, moi, personnellement, ce qui vient me chercher le plus non plus comme produit. Je pense que j'irais chercher le 2022 avant. Ou j'irais me chercher un bon vieux Port Rogue. Je ne sais pas s'il y a l'air de ça encore aujourd'hui. Mais s'il est comme dans mon souvenir, je pense que je préfère un Port Rogue 45.8, même s'il n'est pas gas ring. Fait que Joe, mettons, tu veux-tu conclure? C'est ça, je me répète un brin, mais là, je le reprends, je viens de me reverser. Mieux qu'il était au début, vu qu'on dirait que je m'habitue à la morsure de l'alcool un peu plus. En fait, c'est ça. C'est très bien. Si c'était pas la petite morsure fatigante d'alcool, de whisky jeune, ça aurait été un produit plus. Il est juste plus. Fait que, moi, je pense dans les 80 cucs aussi, là, début 80 pour une note, là, ça serait ça. Mais ça reste bon. Ça reste un bon Talisker. Talisker, il n'y a pas un produit que j'ai goûté qui n'était pas bon. C'est juste que c'est ça. Je pense qu'on avait des attentes pas mal hautes en tant que special release qui sont un petit peu ouais, OK, c'est pas aussi haut qu'on s'attendait, mais c'est pas méchant. Fait que moi, je le recommande pareil si l'argent n'est pas un problème. Si vous voulez avoir un Port Rogue plus, c'est bien. Si vous voulez avoir un Port Rogue plus, vous allez déçu un petit peu. Martin, madame?
Je vous dirais que de mon côté, j'ai apprécié mon achat. Définitivement, c'est un côté assez mordant. J'ai été capable d'aller rechercher mes petites notes de Portrait. Puis, on disait qu'au prix qui est, bon, ça serait peut-être attendu un petit peu à plus, mais je me dis, avoir attendu 1 an ou 2, là, mettons que Talisker ou Diageo avaient décidé de le relâcher dans 2 ans pour aller chercher une complexité qui se soit affinée puis de payer 220 $, j'aurais peut-être préféré ça. De dire que on va lui donner son vieillissement qu'il a de besoin. Par contre, écoute, moi, j'ai peut-être mes petites lunettes roses à soir où j'ai peut-être vu 3 verres, mais j'irais plus en 87-88 au niveau de la note, il fallait en donner une. Avec un beau bémol là, sur nos fameuses bouteilles. Je ne sais pas si c'est de la faute à SAQ ou quoi que ce soit. Ah, ouais. Les beaux gros collants. Là, soit ça ou les vieilles avec du Sharpie, là, comme sérieux, là. Je devrais donner un -1 là-dessus, juste pour le collant. Fait que c'est moi ma note finale. OK. Ben écoute, moi de mon côté, Talisker, pour ceux qui n'ont pas deviné encore, je suis quand même un bon amateur. C'est comme mes enfants, je les aime tous. Mais il y en a que j'aime plus. C'est bon. pas, évidemment, c'est pas, comme je l'ai dit un petit peu, c'est pas le meilleur special release. Pour rapper un petit peu ce qu'on a dit, là, on se répète, mais petite morsure d'alcool, évidemment, produit un peu jeune. Ce que j'aime moins, NAS, il n'y a pas de mention d'âge, peu d'informations sur l'étiquette. Bon, je pense que c'est un petit peu la tendance sur ce quoi on dirige malheureusement dans le whisky de toute façon. Mais moi, je l'ai quand même apprécié, puis je sais que d'autres amateurs de Talisker l'ont beaucoup apprécié aussi. On est habitué à ce genre de whisky-là de Talisker. On sait que les whiskies Talisker jeunes sont assez mordants. Fait que de ce côté-là, ça me dérange moins. Ce qui me dérange plus, c'est j'aurais aimé ça que le finish part soit un petit peu plus là. C'est plus ça qui me dérange, mais je campe pas. Je veux dire, il est là, mais j'aurais aimé ça un produit avec un petit peu plus. Un petit peu plus de complexité, un petit peu plus de ce genre de finish-là. Au niveau de la note, là, je tourne peut-être plus autour de 85 là, dans ces eaux-là. Je suis peut-être un petit peu entre vous deux. Là, entre vous Curieux trois. d'aller voir Whisky Base, juste pour le fun. Qu'est-ce qu'il dit, tu vois, Celui-là, on pourrait quasiment l'appeler, après 2-3 verres, là, ça serait le Talisker d'excellent finish. Là. Ça, c'est, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, c'est un médicament qui réduit la production d'acide dans l'estomac. 85,66. Ah ouais? Quand même, c'est pas loin. Hein? Fait que la majorité des gens qui ont voté sont en moyenne d'accord avec toi, Nick. C'est bon. Je suis un petit peu plus sévère que la moyenne des gens, ça a l'air. Encore une fois, les notes, c'est propre à nous, c'est propre à nos propres goûts. Il y a des produits, des fois, que je trouve horribles, puis il y en a qui adorent. Là, fait que, bon, exact. C'est chacun ses goûts. Là, fait que, c'est normal. Il y a des notes que je trouve des fois très étranges, que je trouve trop basses par rapport à ce que j'ai goûté ou vice-versa. C'est pour ça que je dis que j'aime pas tant les notes. C'est à prendre avec un grain de sel. Mais bref, si ça peut aider les gens à prendre une décision, qui sont capables de prendre ça avec du recul, puis un grain de sel, pour ne pas faire de jeu de mots avec l'ADN de Talisker. Mais bref, je suis 100% d'accord avec ce que tu as sorti comme explication, Nicolas. C'est vraiment. C'est pas une question de vigueur. Là. Je suis capable d'en prendre là, des bons whisky vifs. J'en ai des 64% qui brûlent que j'adore. Mais si c'est juste agressant, puis j'ai pas la petite twist de Portrait qui vient équilibrer tout ça, pour moi, on dirait que ça tombe fall ball un peu. Là. Mais avec une touche de port un peu plus marquée, pour moi, ça aurait définitivement été plus intéressant, même si c'est agressant, parce que j'ai des phases que j'aime ça justement quand ça arrache aussi. Là, ça dépend comment je file. Mais on dirait que là, je le file moins pour celui-là. Peut-être que dans une couple de semaines, je vais dire d'autres choses aussi, regarde. Je ne sais pas, ça va dépendre. Fait que, bref, je vais conclure de cette façon-là. Merci les enthousiastes de m'avoir écouté.
On se revoit la semaine prochaine pour un prochain épisode. Là, on a planifié là, le Kiloman Finaux dimanche prochain. Là. Donc, abonnez-vous. Vous allez être en primeur pour voir quand est-ce que la vidéo sort. Sinon, j'attends un petit peu pour la sortir sur Facebook. Merci de votre écoute et à la prochaine. Je vais aller faire ça.